Les mers et océans couvrent plus de 70% de notre planète et jouent un rôle majeur, entre autres, dans la régulation des températures et l'absorption du CO2. Mais comment décide-t-on que l'un est un océan, l'autre une mer? D'où viennent leurs noms? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour la poursuite de ces émissions sur les cartes. Nous en sommes au 5e numéro et nous allons aujourd'hui nous intéresser à comment nommer les espaces marins, l'exemple des océans, avec Fabien Brial. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en droit et professeur agrégé de géographie à l'Université de La Réunion et nous avons eu l'occasion déjà d'évoquer des choses magnifiques avec vous, notamment votre ouvrage La Réunion au fil des cartes que nous voyons à présent à l'écran et dans lequel qui nous a servi d'appui pour les émissions précédentes et que j'encourage nos spectateurs à aller acquérir ou à regarder. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons un sujet absolument passionnant qui s'appelle comment nommer les espaces marins. Alors, dans cette première partie, racontez-nous comment on les nomme. Alors, ce que je voudrais commencer à dire en préalable, c'est que, en fait, quand on voit l'image du Google Earth et du globe dans son ensemble, on voit un cercle sur lequel il y a beaucoup de bleu et puis des taches marron et vertes, qui montre véritablement que on est sur la surface terrestre. Et on voit tout de suite que cette surface terrestre, par rapport à cette représentation que l'on a choisie, elle est majoritairement bleue. Donc ça dit l'importance que vous avez souligné dans le propos introductif sur la superficie de ces océans. Et l'on voit dès lors que si je prends cette image-là, je n'ai absolument aucun découpage, ni sur la Terre, ni sur l'océan, je n'ai aucun nom. Et donc, ça dit bien véritablement que le découpage de notre globe, que ce soit sur des superficies terrestres ou dans des espaces marins, obéit en fait à des logiques humaines de séparation de l'espace. Ce sont des progrès scientifiques qui ont permis progressivement de connaître la totalité de ce globe, tant sur, une fois de plus, la Terre que sur les océans. Et au fur et à mesure de leur découverte, on les a nommés et on se les est appropriés. Donc il n'y a absolument rien de naturel lorsqu'on regarde une carte du monde aujourd'hui, découpée et nommée en fonction de ce que les hommes ont choisi de faire au fur et à mesure du temps. Oui, c'est passionnant parce que c'est vrai, quand on regarde ici une image de globe comme celle-ci, on s'aperçoit bien évidemment que nous n'avons pas de barrière, de mur entre les différents océans, etc. Alors on voit bien des masses bleues qui s'enchaînent les unes dans les autres. Enfin, on voit même une seule masse bleue. Et contrairement aux pays qui parfois ont été créés à partir de limites géographiques naturelles comme des fleuves ou des montagnes, là, effectivement, c'est toujours très étonnant de se dire, finalement, comment est-ce qu'on va en venir à nommer un espace marin? Comment est-ce qu'on va faire que cet endroit-là sera tel océan, cet endroit-là sera plutôt une mer, etc. Alors, c'est complètement mystérieux aujourd'hui encore pour nous dans ce début d'émission. Alors justement sur cette toponymie, ce que je vous propose, c'est de véritablement vous rendre compte véritablement de ces évolutions toponymiques et de ces appropriations de l'espace à travers 4 cartes ou 4 captures d'écran que j'ai pu réaliser sur l'évolution de notre île. Vous avez, avant que notre île véritablement ne soit occupée, sur la carte de Cantino 2502, donc une première mention de notre île, Dina Morgabini, et vous voyez un dessin qui est véritablement approximatif. Sur la carte de Flacourt de 1653, réalisée à partir du récit de certains mutins qui avaient été envoyés à Mascareigne et qui, à leur retour à Fort-Dauphin, décrivent au gouverneur Flacourt l'île, et c'est ce qui va lui permettre véritablement de réaliser cette carte, on voit apparaître 21 toponymes qui sont les noms des lieux que les mutins leur ont donnés au fur et à mesure de leur exploration. Sur la carte de l'Épervenche de 1906, l'Épervenche étant quelqu'un qui a énormément eu accès à la totalité de l'île, il a beaucoup parcouru l'île à l'intérieur et puis il s'est aussi beaucoup servi des travaux de ses prédécesseurs. Notre île est désormais nommée
de 840 toponymes différents qui indiquent un certain nombre de lieux qui ont apparu. Vous voyez par exemple que sur la carte de Flacourt, on n'a absolument pas les cirques qui sont dessinés, alors que maintenant ils le sont. Et puis on voit l'émergence du nom des lieux, des premières communes, des noms des fleuves, des noms des rivières, des noms des cirques et des noms des montagnes. Et puis sur la carte de l'hygiène de 2021, ce sont plus de 1200 toponymes qui sont indiqués, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ses découvertes, l'homme découvre un espace, il nomme ces espaces-là, et puis il a tendance souvent à se les approprier. Et bien cet exercice qu'il a réalisé sur la Terre et sur la totalité de la surface terrestre aujourd'hui, il l'a réalisé de la même façon sur les océans, et c'est ce que je vous propose de voir au fur et à mesure de cette exploration. Ah oui, c'est tout à fait passionnant. Là, on voit véritablement bien l'évolution, hein. Et puis, vous avez dit quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure dans d'autres cartes, mais c'est vrai que on a une vision qui est une vision, la plupart du temps, imaginée. Alors, on passe des sortes de pièces de puzzle, pardonnez-moi pour continuer, à des visions qui semblent un petit peu plus réalistes, mais qui sont quand même très loin de la réalité quand on voit 150 ans plus tard avec la carte de Flacourt. Et c'est vrai que on va avoir une manière de représenter les choses qui sera aussi fonction d'autres éléments que l'observation. Alors, à présent, je voudrais quand même qu'on revienne sur le cœur de notre propos d'aujourd'hui. Alors, nous voyons cette splendide planisphère, là, avec toutes ces masses bleues, mais qui sont constituées d'océans et de mers, mais océan, d'où vient ce mot ? Alors, océan, vous voyez, d'abord j'ai arrêté cette image puisque le globe il est en perpétuel mouvement, hein. Donc ça signifie que ce que j'identifie lorsque j'arrête une carte et que j'en fais une carte à plat ou une map monde, à la différence du globe qui tourne en permanence, je pose un certain nombre de limites. J'ai centré cette carte-là de façon assez classique, j'allais dire sur l'Afrique et sur l'Europe, j'aurais pu la centrer sur l'Amérique ou sur l'Asie. Pour en revenir à votre question sur océan, c'est un très vieux nom, en fait c'est Okéanos chez les Grecs. Okéanos qui est un titan, qui est fils du ciel et de la terre, qui a épousé sa sœur Thétis, et avec elle, il a eu 3000 fils, qui sont, pour les Grecs, les fleuves, et 3000 filles, qui sont les rivières. Donc c'est un nom qui est très ancien, qui indique véritablement quelque chose d'immense. C'est d'ailleurs passé dans le sens imagé lorsqu'on parle d'un océan de douleur pour exprimer une douleur très importante ou d'un océan de plaisir pour exprimer exactement l'inverse. Donc cette idée d'immensité qui va être attribuée véritablement à cet océan. Et au début véritablement de cette compréhension de cet océan, les anciens imaginaient qu'il n'y en avait qu'un. Et c'est au fur et à mesure véritablement de leur découverte et de leurs explorations que l'on s'est mis progressivement à les délimiter et à les nommer. Mais ceci apparaît véritablement très tardivement dans l'histoire parce que ce ne sont pas les toutes premières représentations qu'on va avoir véritablement de cet espace marin qui entoure véritablement l'espace terrestre ou qui est au-delà de l'espace terrestre que l'on voit lorsqu'on est sur le bord d'un territoire marin, lorsqu'on est sur un rivage. Eh bien, si je regarde l'océan, en fait, je vois déjà que c'est courbe. Donc, j'imagine véritablement qu'il y a une courbure sur la Terre, mais après, jusqu'où va cette courbure et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Mais ça, pendant très longtemps, je vais l'ignorer. Donc, je vais d'abord essayer de représenter en fait, en fonction de mes connaissances, mais qui ne sont pas des connaissances scientifiques, ce qu'il peut y avoir autour de moi. Oui, on va voir que c'est lié à des tas d'éléments, que ce soit religieux ou économiques ou sociopolitiques. Mais là, c'est vrai que quand on regarde l'immensité de l'océan, et c'est vrai que aujourd'hui, nous, on connaît cette immensité. Mais c'est vrai que pendant des siècles et même des millénaires, on n'a pas du tout eu la notion de cette immensité de l'océan, ni même de la rotondité de la Terre. Même si je crois que le premier a évoqué le fait que la Terre était ronde, ça doit être Platon. Mais c'est vrai qu'on se retrouve là devant quelque chose d'immense. Or, quand l'expérience humaine, elle, se limite bien souvent à ce que l'on observe. Et à cet égard, on va voir que les premières représentations, ce sera vraiment lié à des côtes, à des choses que l'on observe. Et notamment, écoutez, je vous laisse nous présenter
ces lieux comme la Méditerranée, effectivement. Tout à fait. Alors, si on prend la Méditerranée, alors vous savez que ça, c'est une image qui est tirée donc de Google Earth, donc qui est réalisée à partir d'images satellites sur aujourd'hui. C'est pas une carte ancienne, mais en fait, ces premières représentations de la Mare Nostrum, de ce qui est notre mer, en fait, elles démarrent véritablement avec les Grecs qui essayent donc de se représenter, de contrôler véritablement l'espace maritime qu'il y a autour d'eux. Et donc, depuis des siècles, au gré de l'exploration de ces mers, les hommes ont mis en place des dispositifs pour contrôler, voire s'approprier ces milieux, le commerce étant le domaine qui a certainement le plus contribué, à côté de la dimension politique et stratégique, au développement de l'emprise humaine sur les mers et les océans. Alors, si je prends les exemples sur la Méditerranée pour les traces, quelques-unes des traces les plus anciennes qui nous soient parvenues aujourd'hui, on a clairement la domination d'Athènes sur la mer Égée, des Ptolémées en Méditerranée égéenne et orientale, et puis la célèbre dispute entre Rome et Carthage sur le partage des espaces maritimes en Méditerranée occidentale. Mais on n'a pas à cette époque en fait de traces véritablement de cartes qui permettraient véritablement de représenter ces espaces marins de façon à peu près correcte. Et donc on va ensuite, à leur suite, souvent représenter le monde connu véritablement à partir du récit des explorateurs et des navigateurs, mais à partir véritablement d'une représentation du monde, donc une cosmologie, un discours sur le monde qui va s'appuyer véritablement beaucoup plus sur des bases des croyances et des vérités révélées plutôt que sur des réalités scientifiques. Oui, tout à fait. Et là, on voit bien, on est sur une image moderne, hein, Google Earth. Tout à fait. Voilà, mais véritablement, on va avoir justement une manière de représenter ces océans sans la connaissance technique que nous avons aujourd'hui. Alors voilà, comment est-ce qu'on les représente? Montrez-nous cela. Alors je vais vous proposer deux cartes qui montrent véritablement ces représentations du monde, qui sont donc pas des projections, c'est-à-dire qu'elles témoignent plutôt de l'idée qu'on se fait à ce moment-là de la façon dont le monde fonctionne, pas d'une réalité qui serait reproduite en fonction de règles mathématiques par exemple. Sur cette carte d'Al-Idrisi de 1154, donc, on va situer le centre du monde sur la Mecque et sur l'Arabie. On va considérer qu'à l'ouest, il y a donc cet océan Indien. En bas à droite, cette mer Méditerranée. Et puis au nord, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Parce que Al-Idrisi, comme tous les cartographes de l'époque, va placer en haut de la carte, le sud. Alors, il le place en haut de la carte parce que c'est là où est le soleil à son point culminant, qui représente à la fois la lumière, qui représente à la fois la connaissance, etc. Et que, bien évidemment, sur les cartes, généralement, et on le verra sur les cartes qui sont construites par les Européens plus tard, bien on met ce qu'on pense être le plus important au centre ou en haut. Donc, on voit véritablement là, Al-Idrisi a construit cette carte, donc a permis de réaliser cette carte à partir de la somme des connaissances qu'il a récupérées pour un roi normand de Sicile qui souhaitait avoir un ouvrage qui lui dise véritablement tout ce qui était le monde. L'ouvrage s'appelle « Amusement pour qui désire découvrir le monde ». Le titre est quand même assez beau. Et Al-Idrisi donc a compulsé la totalité en faisant venir des connaissances de l'époque. Il avait lui-même voyagé, puis il a récupéré des informations qui lui ont été données par des navigateurs, par certains explorateurs, etc. Mais on a déjà une idée de ce monde. Et puis tout autour, on le voit, du bleu, qui dit en fait véritablement que derrière cette sphère, tout autour de cette sphère, véritablement, il y a du bleu qui permet véritablement d'équilibrer un petit peu cette terre, et donc l'ensemble des terres émergées est sain d'un océan, d'un espace marin qui, lui, véritablement montre la totalité donc des terres immergées et de cet océan qui renvoie aussi à l'idée de cet océan primordial. Oui, là, c'est très étonnant parce que là, du coup, on s'aperçoit qu'on est effectivement sur le monde. C'est une sorte, presque une vision politique, en fait, géocentrée sur ce que l'on connaît, sur ce qui est important pour soi. Et donc là, sur la péninsule arabique. Enfin, vraiment, c'est ce qui est le plus important. Et le reste, ben voilà, d'abord, on a beaucoup moins de détails pour ce qui est du reste. Et puis, on a cette espèce de vision sur cette carte de seulement
cette partie-là qui sont des terres émergées. Le reste étant ailleurs dans l'océan, mais on ne laisse pas ça laisse pas du tout une idée que ce soit existant, ni même que ce soit réaliste. Et c'est vrai que là, on est du coup dans des représentations de cartes qui ne sont pas celles que l'on pourrait donner pour voyager, comme on le fait parfois pour aujourd'hui, mais là, véritablement avec d'autres ambitions. Tout à fait. En fait, ils sont centrés véritablement sur ce qu'ils connaissent. Ils essaient de représenter le monde connu qu'ils connaissent, mais il n'y a pas du tout d'idée d'aller chercher ailleurs la connaissance scientifique de ce qui peut exister. C'est pas du tout mentalement quelque chose qui est une source d'intérêt véritablement à ce moment-là. Et lorsqu'il y aura, il faudra attendre plusieurs siècles véritablement pour que certains hommes, pour des motifs mercantiles, véritablement se lancent à la découverte véritablement de ce qu'il y a au-delà des terres connues pour aller un peu plus loin sur des connaissances, mais ce n'est pas du tout l'objet des préoccupations des personnes, y compris des scientifiques de l'époque. Et puis là, sur la carte, ce dont on s'aperçoit également, ce sont que finalement, seules les terres émergées et quelques-uns des détails sont nommés. Tout à fait. Donc là, on voit de curieuses petites figurations de montagnes, notamment, qui ressembleraient presque à des parasols aujourd'hui. Exactement. Donc, qui sont à chaque fois avec une petite flèche qui indique leur nom en dessous, de même pour un petit peu plus loin. Et c'est vrai que là, du coup, on se retrouve sur une manière d'indiquer les choses. On voit bien ce qui est important pour la personne qui va le regarder. Et on peut dire que ce qui est important sur la carte suivante, c'est exactement la même chose. C'est une représentation donc du monde qui est donc réalisé par Barthélemy Langlais, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le livre des propriétés des choses, dans lequel en fait cette enluminure apparaît au XVe siècle, et cette enluminure, elle nous montre véritablement cette création du monde pour les chrétiens. Pierre d'Ailly, en 1410, écrivait par rapport à cette création qu'il existait donc une fontaine dans le paradis terrestre qui arrose les jardins des délices, d'où s'écoulent 4 fleuves qu'on l'on distingue sur cette représentation. Et de cette source principale, ces 4 fleuves du paradis se déversent. Le Pichon qui est le Gange, le Gibon qui n'est autre que le Nil, le Tigre et enfin l'Euphrate, même si les sources paraissent avoir été découvertes dans des endroits différents. Donc ce livre des propriétés des choses va s'imposer dans toute l'Europe comme une grande somme médiévale d'histoire naturelle. Et ici, donc, on a cette version enluminée qui est magnifique. L'océan et les mers sont figurés en bleu. Au sommet, entre le ciel et la terre, la demeure dorée du paradis terrestre, d'où s'écoulent donc ces quatre fleuves. Et puis, on va avoir cette représentation assez classique avec ce qu'on va appeler le thé dans l'eau. L'eau, en fait, arrivant à cerner la totalité, une fois de plus, des terres émergées. Et donc, on a cette représentation. Vous voyez ici aussi des anges qui participent à cette création du monde. Et donc là, on s'appuie véritablement pas sur une représentation, j'allais dire, à partir des connaissances physiques que l'on a et des connaissances scientifiques. C'est véritablement directement inspiré du système de la cosmologie qui est lié véritablement à la croyance à partir des religions du livre. On l'a vu juste avant pour ce qui pouvait être ce qui est directement inspiré du Coran, et puis là directement inspiré de la Bible et de l'Ancien Testament, notamment sur cette création du monde. Oui, là c'est très étonnant parce qu'effectivement, là on se retrouve dans une représentation complètement religieuse de notre monde. On n'a pas une carte qui indique des endroits, des lieux, des océans, c'est juste la pensée, la croyance dans une représentation d'un monde issu d'une puissance céleste. Alors, à présent, là, on vient de voir un certain nombre de représentations très liées effectivement au monde religieux. Et on a d'autres cartes qui existent cependant et qui sont liées à d'autres éléments du monde et notamment bien de la représentation que l'on peut s'en faire. Alors là, on a une carte, je vous propose de réfléchir sur cette cosmographie véritablement tirée de Ptolémée. Alors Ptolémée, c'est un auteur qui a été traduit en arabe à partir du IXe siècle, mais qui est un géographe grec du IIe siècle.
Et cette cosmologie et cette map monde en projection conique que vous avez sous les yeux, elle montre véritablement, à partir du travail de Ptolémée, comment est-ce qu'on va pouvoir, à partir du XIVe et du XVe siècle, représenter le monde. Alors, on représente le monde de la façon suivante. Alors là, pour le coup, le nord, maintenant, est vers le haut et le sud est vers le bas. On a toujours cette volonté de représenter l'Œcumène, là où les hommes vivent. Et puis, on a au centre de la carte, en fait, cette péninsule arabe. On a l'Afrique, donc on la voit très bien sur l'ouest, enfin sur la gauche, pardon, de cette carte. Cette Afrique, en fait, qui contourne et qui ceint cet océan qui est l'océan Indien, et en haut à droite, donc l'Asie, et en haut à gauche, pardon, l'Europe. Ces rivages de l'océan Indien, donc, apparaissent en détail dans les cartes régionales qui agrémentent l'ouvrage de la cosmographie, donc, qui a été traduit. Il y a plusieurs cartes qui zooment un petit peu, on dirait aujourd'hui cela de cette façon, sur cet océan, sur cette mer Méditerranée à l'époque. La science géographique, en fait, grecque, elle a été transmise véritablement par les Arabes, et elle arrive véritablement à partir du XVe siècle grâce à un Byzantin qui est venu enseigner le grec à Florence et qui amène un exemplaire de la cosmographie de Ptolémée. Et c'est lui véritablement qui va permettre la diffusion de ce savoir grec et cette représentation, cette nouvelle représentation du monde qui va inspirer aux Européens cette compréhension d'un monde différent de ce qu'ils percevaient jusqu'à présent. C'est ce qu'on a vu avec les cartes auparavant. Et donc ça va véritablement agir comme une révélation. Elle va bouleverser cette vision du monde. Elle va servir de livre de chevet d'ailleurs à Christophe Colomb, qui va imaginer véritablement le monde à partir de ses travaux. Et ces cartes-là, même si elles ont des erreurs, alors qu'elles ont une projection conique qui est, on repère quand même pas mal de choses, et bien évidemment une déformation au fur et à mesure que je m'éloigne du centre par rapport à cette projection conique, c'est quand même un grand stimulant qui va être décisif dans ces grandes découvertes pour les Européens. Oui, moi je suis très étonnée sur cette, on va dire, l'exactitude de cette carte, qui est pourtant réalisée à partir d'écrits. Oui. Elle est parce que en fait, du monde antique, qui connaissait un certain nombre de choses en termes de cartographie, etc. Finalement, il n'est rien subsisté d'exemples graphiques. De ces connaissances. Tout à fait. Puis ce que vous avez sous les yeux date vraisemblablement du milieu du XVe siècle, donc bien avant les grandes découvertes des Portugais et des Espagnols des océans, et de ce que les Européens appelleront improprement, et ce qui est encore enseigné quelquefois, les grandes découvertes par les Européens du monde. Oui, alors ça, c'est vraiment très étonnant parce que c'est vrai que là, on se dit, mais finalement, comment réaliser une carte à partir juste d'écrits? Et on se trouve là avec une vision vraiment qui est vraiment très saisissante, en fait, de réalisme, en vérité, par rapport aux autres cartes, aux deux précédentes cartes que nous avions vues, qui étaient des cartes liées plutôt à des croyances religieuses notamment, ou même quand on voit l'évolution, d'ailleurs aussi, des cartes que nous avons vues au début de cet entretien, avec une réunion qui ressemble à un petit puzzle, et puis avec une réunion qui véritablement se dessine. Là, c'est vrai que là, les océans. Alors moi, il y a une chose qui me frappe aussi particulièrement dans cette carte par rapport aux autres, c'est que là, les océans, les mers et océans sont représentés enserrés dans des terres. Ce qui est la première fois, parce que dans toutes les autres cartes, nous avons vu que cet océan primordial, en fait, enserrait la totalité. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un peu une rupture, cela, et c'est vraiment les grandes découvertes qui vont permettre véritablement de montrer que cet océan Indien, par exemple, à l'ouest, il n'est absolument pas même au sud, il n'est absolument pas limité par cette terre inconnue, et de la même façon, de permettre d'arriver à voir véritablement quelle est la dimension
de cette mention d'un espace maritime qui se trouve à l'ouest, que l'on connaît pour les Européens et ceux qui habitent dans l'Afrique du Nord, et dont on a du mal véritablement à calculer quelle est la distance qui permet de relier l'Asie de l'autre côté. Et c'est justement cette difficulté du calcul de la rotondité de la Terre qui va amener les explorateurs à hésiter véritablement toujours avant de partir, parce qu'ils savent pas, enfin ils font des calculs, mais c'est des calculs qui sont, pensent-ils, assez exacts. Et puis en fait, dans la réalité, après plusieurs jours de navigation, ils vont souvent s'apercevoir de l'inexactitude de leurs calculs. Et donc c'est eux véritablement qui vont apporter des connaissances réelles sur la compréhension du monde. Et c'est grâce à eux véritablement qu'on arrivera à tracer de mieux en mieux cela. Et puis grâce aussi à des instruments que l'on redécouvre, hein, comme... Alors la boussole, elle était connue depuis longtemps. L'introduction de la boussole, c'est le XIIe siècle en Méditerranée. Et puis la redécouverte de l'astrolabe qui va véritablement permettre d'arriver à avoir une navigation qui va être plus sûre et plus exacte pour arriver à découvrir de nouveaux territoires. Si cette navigation vers de nouveaux territoires va être source de grande désespérance des équipages qui parfois n'en voyaient pas la fin et imaginaient qu'ils allaient sombrer de l'autre côté de la Terre. Mais alors tout cela, eh bien, je vous propose que nous le découvrions dans une deuxième partie de cette émission avec des grands noms comme celui de Christophe Colomb, mais surtout avec aussi finalement comment nous allons nommer ces océans et nous allons le découvrir dans la deuxième partie. Je vous remercie beaucoup, Fabien Brial, pour cet excellent entretien. Merci à vous toutes et tous également. Donc, nous allons nous retrouver très vite dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la manière de nommer les océans. Et rendez-vous sur notre site internet unr.univ-réunion.fr. À bientôt.